Avec tous les choix qui nous placent à la croisée des chemins dans Detroit Become Human, c'est ce moment-là qui m'a le plus fait cogiter. I'm really cold. Ce tout petit choix n'a sûrement aucune conséquence à part peut-être un changement de réplique ou d'attitude dans une des fins possibles du jeu, et pourtant, il pose une question bien plus intéressante que tout le reste de l'intrigue. Une question que le jeu n'a pas l'air de vouloir poser trop fort, ou que le jeu n'a peut-être pas su formuler à part dans ce petit moment qui semble anecdotique. Detroit Become Human raconte l'histoire de 3 personnages androïdes. Tandis que Connor enquête sur les raisons qui poussent certains androïdes à devenir déviants et ressentir des émotions, les 2 autres protagonistes deviennent déviants dès leur premier acte. On va spoiler Detroit Become Human, donc si vous souhaitez le découvrir par vous-même, j'ai d'autres vidéos en attendant, je m'en veux de vous congédier comme ça, pardon, mais enfin... Ouais. Merci. Kara prend sous sa protection une petite fille maltraitée, Alice, et Marcus, lui, rejoindra un groupe de déviants dans un cargo nommé Jericho, avant de devenir leur guide vers un avenir où les déviants seront affranchis et reconnus comme des êtres vivants, ou vers la fin de la cause androïde, en fonction de vos choix. Et la révolte se serait beaucoup mieux passée si les déviants avaient pu naviguer discrètement vers leur liberté, en étant équipés d'un VPN intégré par exemple. Ils auraient dû installer Opera GX. Comme vous le savez, avec Opera GX, on a décidé de collaborer pour vous proposer cette série sur l'écriture dans les jeux vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des fonctionnalités de ce navigateur gaming que je vous avais encore jamais présenté. Opera GX vient avec un VPN intégré gratuit. J'ai même pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un VPN. En gros, quand vous l'activez, votre navigation passe en mode furtif. Votre adresse IP est masquée sur Opera GX et les sites internet que vous visitez n'ont pas accès à votre véritable localisation. Et si vous voulez passer à la version pro du VPN d'Opera GX pour couvrir la connexion de toutes les applications sur votre appareil, vous avez un mois gratuit avec le code Eggplant. Il y a plein d'autres fonctionnalités dans Opera GX, notamment le bloqueur de pubs intégré. C'est gratuit, il n'y a pas besoin d'installer d'extension, vous l'activez et ça bloque les pubs. On peut aussi customiser toute l'expérience dans le navigateur grâce au mode. Ça permet de changer les couleurs, les fonds d'écran, les bruitages, la musique d'ambiance et les textures. D'ailleurs, ils ont rajouté les curseurs personnalisés. Maintenant, je peux cliquer avec une épée, une omelette ou un cliché italien. Mamma mia. Opera GX propose aussi son propre merch, donc si vous êtes intéressé par un sweatshirt, une tasse ou du produit pour écran, vous avez 10% de réduction sur le GX Store avec le code Erwaningre10. Il y a une nouvelle collection aussi de t-shirts qui vient de sortir inspirée de certains modes officiels du navigateur. Il vous reste plus qu'à installer gratuitement Opera GX avec le lien en description et à importer en 3 clics tous vos favoris et vos mots de passe avec l'outil d'importation rapide dans les paramètres. Vous sélectionnez votre ancien navigateur et voilà, vous êtes prêt à explorer les profondeurs du web. Bonne navigation et merci Opera GX. Comme tous les jeux à dialogue interactif, Detroit nous offre des choix lors de nos interactions avec les personnages secondaires. Cette mécanique pousse généralement le joueur à anticiper, à deviner le sens implicite de chaque option et la réaction potentielle du personnage secondaire. Si le joueur a un objectif, il peut essayer de l'atteindre en choisissant les options les plus probables qui pourraient l'y mener. Ce dispositif, il fonctionne à condition que la réaction du personnage secondaire soit logique vis-à-vis de chaque option choisie. Je dis logique, mais je pourrais aussi dire crédible ou humaine. Notre première interaction dans le jeu, elle confronte Notre première interaction dans le jeu, elle confronte Connor à un humain, le commandant Allen. On comprend à ses réactions qu'il est remonté contre les androïdes en général et qu'il sera pas patient avec nous. Ça n'a pas l'air de perturber Connor, ce monde est globalement assez ingrat envers les androïdes. Après tout, ce sont que des machines. Notre seconde interaction nous confronte justement à une de ces machines. Et cette fois-ci, l'objectif est de calmer l'individu, d'utiliser notre capacité d'anticipation et d'empathie pour choisir attentivement chacune de nos tentatives. L'enjeu, la vie d'une petite fille. Et tous les regards sont braqués sur nous. Implicitement, cette interaction nous apprend une chose, l'androïde déviant réagit comme on pourrait s'y attendre. Notre capacité d'anticipation ne nous trompe pas. Si on a bien récolté toutes les informations sur Daniel avant d'aller lui parler, on peut comprendre ses motivations, et notre empathie nous permet de projeter assez fidèlement les réactions associées à chaque option de dialogue. I trust you. Le déviant réagit comme un humain. You lied to me, Connor. Le premier test de Turing est validé. Utiliser la mécanique de choix multiples pour nous sous-entendre que les machines ont des émotions semblables aux nôtres, c'est une excellente idée. Une autre bonne idée, c'est de nous plonger dans le corps d'un androïde incapable de désobéir, et de nous forcer à faire des tâches ménagères ennuyeuses. De nous mettre sous les yeux ensuite une relation abusive et violente d'un père envers sa fille, et puis de nous donner l'ordre de ne pas bouger. Ne pas bouger, c'est un jeu, on a une manette entre les mains, et on nous demande de pas jouer. Le sous-texte, il est évident. Si on le souhaite, on peut désobéir à l'objectif donné. Il faut batailler un peu, mais on permet à l'androïde de s'émanciper et d'essayer de régler la situation pour sauver Alice. La quête de liberté a commencé. La dernière quête, elle est éthique.
étiquette. Lorsque Marcus devient déviant et libre de ses choix, c'est face au fils de Carl, son propriétaire. Léo devient violent avec Marcus et l'injustice pousse l'androïde malmené à trouver sa volonté propre. Mais Carl nous demande de ne pas riposter, de laisser Léo faire. On n'est plus obligé d'obéir, mais Carl nous a toujours respectés et élevés comme un fils. Il nous a appris à nous cultiver, à réfléchir à notre condition, à interpréter l'art. Don't let anyone tell you who you should be. Si on riposte, on prend le risque de le décevoir, de blesser son fils et de lui faire de la peine. Si on se laisse faire, on prend le risque d'être blessé. Ou pire. Carl, no! Please. La liberté pour Marcus, elle vient avec un choix. Se battre pour saisir soi-même sa justice ou encaisser les coups en portant la bannière de la paix, quitte à laisser les siens mourir par son inaction. Chacune de ces quêtes, l'empathie, la liberté et l'éthique, restent assez corrélées avec les histoires des personnages qui les introduisent. Connor va devoir se lier d'amitié ou non avec son partenaire policier, Hank, un gars qui a ses raisons d'en vouloir aux androïdes. On peut pas simplement caresser Hank dans le sens du poil pour obtenir sa sympathie, il faudra prouver qu'on est capable de remise en question, de faire entorse à la règle, et de voir les autres androïdes comme des êtres vivants. Si on devient ami avec Hank, on a plus de chances de pouvoir devenir déviant. Mais si on fait passer la mission en premier, alors Hank essaiera de nous arrêter, dégoûté par notre insensibilité méthodique face à la cause des machines pensantes. L'empathie sera notre atout principal pour naviguer dans cette relation avec Hank, et si on décide d'ignorer ses émotions, c'est l'empathie de Hank pour les déviants qui le poussera à se mettre en travers de notre chemin. They're not people, Lieutenant. They're defective machines. They're not people. That's what we say every time we want to oppress someone. La liberté de Kara et Alice se traduit par leur course pour passer la frontière. La plupart des choix que Kara devra faire auront pour enjeu la sécurité d'Alice. Mais pour rendre ces choix plus complexes, un autre facteur moral entre en jeu. I need something warm and I need to get rid of this uniform. But that's stealing. We can't do that. Le regard d'Alice nous pousse parfois à prendre des risques pour aider d'autres personnes, ou renoncer à voler ou à menacer certains PNJ. La difficulté est donc de trouver un moyen de sauver la gamine sans la contrarier, ce qui donne parfois envie de lui expliquer que la vie n'est pas un conte de fées, et que si elle veut vivre, il va falloir accepter qu'on fasse quelques bêtises sur le chemin. Notre quête de liberté peut se conclure autant au passage officiel de la frontière qu'à la traversée clandestine d'un fleuve, ou même dans un camp d'extermination pour androïdes. Chacune de ces options peut nous mener à mourir ou à s'échapper. Et enfin, Marcus deviendra le leader de la révolte androïde. Ses revendications et ses actions auront une influence sur l'opinion publique. Ses choix seront tiraillés entre les valeurs incendiaires de North, avec qui il pourra potentiellement tisser une relation romantique, et les valeurs pacifiques de Josh, un autre de ses conseillers. Il choisira finalement la méthode dont la révolte doit se dérouler, une marche pacifique, qui pourrait bien mener à un retournement de l'opinion publique en faveur de la cause androïde, ou bien à une mort en tant que martyr de la paix, qu'elle soit féconde ou non pour la cause des machines. Un assaut armé, quant à lui, pourrait conduire à la libération des machines déportées dans les camps d'extermination, au début d'une guerre contre les humains ou à l'anéantissement de toute cause androïde. Et c'est là qu'on rencontre un premier problème. Tous les personnages n'ont pas la même puissance de dilemme. C'est une histoire interactive à arborescence complexe. La mécanique principale, ce sont les choix. Enfin, il y a les QTE aussi, les Quick Time Events, mais ça c'est vraiment juste une histoire de réflexe et de pas confondre les boutons. C'est juste pour rajouter un peu d'adrénaline. Ce qui rend vraiment intéressant le jeu, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais ce choix? Et il se serait passé quoi si j'avais choisi une autre option? La promesse est incroyable. Dès la première séquence, on doit négocier avec une autre machine comme nous, qui a l'air de simplement demander sa liberté, et le succès de la mission fait de nous un manipulateur confirmé, un traître à notre sang, un piège à déviants. Les choix sont difficiles, moralement complexes, les enjeux sont tendus, la gymnastique mentale pour obtenir ce qu'on souhaite est un exercice d'empathie satisfaisant. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you what you want to know. Mais ces choix ne sont pas aussi difficiles ni ambigus pour tous les arcs. Connor est de loin le personnage qui marche le plus sur un fil. C'est franchement difficile de choisir parfois. On veut vraiment faire avancer l'enquête parce qu'on veut savoir, on veut que l'histoire déroule son fil, et aussi on veut entretenir la relation avec Hank parce que c'est un personnage cru et plus brut que les autres personnages. Il est marrant et brisé à la fois et on a envie d'être son pote. This is not gonna look good on my expense account. Avec Connor, on a différents enjeux, aussi attirants les uns que les autres, et on est vraiment testé pour ce qu'on valorise le plus à chaque instant. Marcus est celui qui influence le plus la forme de la révolte. Avec lui, le choix principal auquel on a régulièrement affaire, c'est rester pacifique ou choisir la violence. Dilemme, est-ce que je veux être politiquement correct ou est-ce que j'aime jouer pour l'action? Ce choix donne souvent l'impression d'avoir la même forme. Nos conseillers nous répètent toujours la même chose, et même s'il est difficile d'anticiper si l'une ou l'autre option peut être ce qui nous condamnera ou nous sauvera, tant qu'on maîtrise les QTE et qu'on reste fidèle à notre logique, on risque pas grand chose. Donc le jeu nous demande juste si on veut être violent ou incarner un exemple de sainteté. Et quand un autre des arcs nous met face aux conséquences de la violence, bah ça ferait pas sens de choisir de prendre les armes. En tout cas pas si on laisse le jeu nous transmettre sa philosophie et qu'on essaye activement de comprendre où l'histoire souhaite nous emmener. On choisit la révolte violente si on est curieux ou lassé du ouin-ouin et qu'on veut rajouter un peu d'épices dans cette histoire qui
tire un petit peu trop souvent sur les violons. Et aussi si on veut absolument pécho North, parce que cet ado rebelle en colère tombe plus facilement sous notre charme quand on montre un intérêt pour les armes et la destruction. Et Kara, malheureusement Kara, elle a des choix quasi inutiles. Au final, si on déçoit Alice, ça change rien à l'histoire. Tout ce qui peut se passer, c'est qu'on se loupe sur une des options ou un des QTE et qu'on finisse en camp d'extermination, mais ce sera vraiment parce qu'on aura préféré une version de la sécurité à une autre version de la sécurité. Est-ce qu'on préfère prendre le risque d'être contrôlé par les autorités et arrêté parce qu'on est des androïdes, ou prendre le risque de rater le bus? Difficile de dire ce qui est le plus sécuritaire au moment de faire le choix. Et dans tous les cas, de toute façon, il faudra sacrifier quelqu'un pour sauver Alice. Et franchement, ce sont des choix qui font ni chaud ni froid. Quand on y pense, chacun des personnages a un enjeu de sécurité dans ses choix. Connor est menacé d'être désactivé s'il fait pas de la mission sa priorité. Marcus prend le risque de laisser Jericho se faire décimer s'il se défend pas. Et Kara, survivre est son seul enjeu. Mais au moins, Connor, il est encouragé à se mettre Hank dans la poche. Marcus aussi, il a été encouragé par Carl à rester pacifique. Alors que Kara, à part le regard des approbateurs d'Alice qui devient vite un non-enjeu, on n'a pas vraiment de raison de ne pas choisir la sécurité. La mécanique du jeu ne peut s'élever qu'à la hauteur des dilemmes rencontrés. Et des personnages secondaires aussi à qui on a affaire. C'est vraiment d'ailleurs la relation entre Connor et Hank qui porte l'arc de Connor. La relation entre Marcus et North, elle est plate et sans surprise. Et la relation entre Kara et Alice passe son temps à essayer de nous faire pleurer, sans sortir des stéréotypes. Parce que certains personnages de Detroit Become Human manquent cruellement de dimension. C'est compliqué de définir d'ailleurs ce qui fait un bon personnage en fiction. On veut que notre personnage soit fidèle à lui-même, et en même temps on veut qu'il ait plusieurs facettes. Et ça veut dire quoi, avoir plusieurs facettes? C'est se contredire, c'est avoir des tempéraments opposés en fonction du contexte. Comment est-ce qu'on reste cohérent tout en étant différent? Hank par exemple, il commence par nous montrer son visage cynique avant de s'attendrir au fil de l'aventure. Il joue à celui que plus rien n'affecte, alors qu'il peut pas s'empêcher d'accorder de l'importance à son travail et même à sa relation avec Connor. Cette différence entre ce que le personnage veut laisser entrevoir et ce qu'il est réellement, c'est la différence que Robert Mackie établit entre la caractérisation et le caractère vrai. Pour Connor, la caractérisation qui nous est présentée, c'est celle de ce détective méthodique qui cherche des résultats concrets. Cette machine doit accomplir sa mission, il est fait pour ça. Mais le caractère vrai de Connor se révèle lors de ses interactions avec Hank et Amanda. Il est naïf, c'est un enfant qui se cherche sous le regard de ses parents et il connaît pas encore la différence entre le bien et le mal, et il cherche ses marques pour choisir son camp. Maintenant, prenons Marcus. Marcus n'essaye pas d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Son dilemme entre violence et pacifisme n'en est pas un, parce que une fois qu'on a choisi pour lui, il défend sa position comme si c'était l'unique solution. Freedom or death. Il fait ce qu'il dit, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il est transparent. And my mission is to save our species. Et Kara, sa caractérisation c'est d'être une mère protectrice et bienveillante, et son caractère vrai, d'être une mère protectrice et bienveillante. Enfin, sauf dans une seule fin alternative dont on parlera plus tard, mais sinon Kara, c'est absolument tout ce qu'elle paraît être dès sa rencontre avec Alice. Il n'y a aucun changement. Pareil pour Alice d'ailleurs, il n'y a aucune des questions qu'elle pose à Kara ne révèle quelque chose de plus profond que ce qu'on s'était imaginé en la rencontrant. Il n'y a aucune surprise sur ce que son traitement traumatisant aurait pu déclencher en elle, il n'y a aucune réflexion sur son propre parcours ou sa façon de grandir et d'appréhender le monde. North, laissez tomber, il n'y a pas une once de nuance chez ce love interest unidimensionnel. They despise us. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'impressionner en se montrant extrêmement capable si tous nos plans se déroulent à merveille, et l'impressionner encore plus si on décide de prendre la liberté des androïdes par la force. Elle a bien une backstory pour justifier ce comportement. Elle travaillait au Eden Club, donc en tant qu'androïde à fonction sexuelle, jusqu'à ce qu'elle développe son libre arbitre et qu'elle étrangle son client à mort avant de s'enfuir. Et depuis, elle déteste les humains et elle déteste parler de son passé. Voilà. Fin de l'histoire. Donner une backstory ne rajoute pas une dimension à un personnage. Kara et Alice n'incarnent que des stéréotypes de victimes et Marcus et North incarnent des stéréotypes de rebelles. C'est d'autant plus dommage d'avoir des personnages qui sortent pas de leurs stéréotypes quand on a une relation entre deux personnages qui pourrait ouvrir tout plein de questionnements intéressants. Une relation mère-fille, c'est loin d'être sans nuance. Pourquoi Alice est obligée d'être aussi obéissante et plan-plan? Pour casser les stéréotypes, il faut y injecter de l'ironie, trouver l'opposé du cliché pour le nuancer. Alice n'est pas juste une victime sans défense, c'est aussi un tir aux larmes constant. Alors si on veut la rendre touchante, il faut y injecter une opposition ironique. Avec tout ce qu'elle a vécu, Alice serait celle qui amène de la joie et de la chaleur dans les cœurs des gens qu'elle rencontre. Donnons à Alice un sens de l'humour aiguisé, une énergie joueuse. Elle viendrait voir les gens avec un sourire en coin et une petite blague désarmante. Et les moments où elle fait face à un choc seraient bien plus dévastateurs pour le spectateur. Kara, c'est celle qui se bat pour libérer Alice des griffes des méchants bourreaux. Et si Kara, dans ses airs de grande libératrice, développait un sentiment de possessivité? Quand on devient parent, on peut devenir jaloux de voir notre enfant bien s'entendre avec d'autres adultes ou on peut avoir peur de le laisser partir. Rien qu'avec ces petites suggestions, on peut rendre la relation entre Kara et Alice bien plus complexe et dynamique, et l'évolution de leurs émotions l'une envers l'autre serait le cœur de l'histoire, en gardant le même moteur d'intrigue qui les pousse à aller traverser la frontière. Ah, mais j'oublie une chose,
la mécanique de jeu. Comment est-ce qu'on peut raconter ce que je viens de proposer, sachant que c'est au spectateur de faire les choix? Il n'y a aucune raison de jouer la version toxique de Kara, par exemple. Il suffit de lui donner des motivations. Alice et Kara n'ont pas cessé de croiser des gens mal intentionnés. Il suffit d'inquiéter le joueur sur les intentions d'un PNJ, avec qui Alice veut passer du temps, et le joueur pourrait refuser qu'Alice devienne trop proche de ce PNJ. Et si Kara passe son temps à refuser des libertés à Alice, Alice pourrait finir par la confronter et lui reprocher de la garder prisonnière à son tour. Finalement, créer des choix demande surtout de fournir des motivations aux spectateurs. Pourquoi nous faire choisir entre deux options si on n'a aucune raison d'hésiter entre les deux? On a toujours le roleplay, mais faire du roleplay sur 3 personnages différents, c'est presque l'équivalent de jouer le metteur en scène. Si le gameplay nous propose de choisir, il faut optimiser les enjeux pour que les choix restent difficiles, que chaque option soit vraiment tentante ou vraiment risquée. Prenons l'exemple de Marcus. Si vous suivez la morale du jeu, vous devriez normalement vous diriger vers une option pacifique. Perso, j'ai essayé la révolte armée qu'au 2e passage pour la simple raison que j'avais été déçu par la marche pacifique. Mais autrement, rien ne me poussait à devenir un rebelle violent dans un jeu où la violence était mal perçue dès le début. Ce qui me pousse à croire que le choix entre marche pacifique et révolte armée présente des motivations mal équilibrées. À part ma propre inclinaison envers un gameplay qui m'offrirait plus d'action ou un autre qui me proposerait un sentiment d'élévation morale, le jeu me donne pas lui-même assez de raisons d'hésiter entre l'une ou l'autre de ces options. Proposition. Au lieu de ce choix, qui est pas un dilemme si déchirant, pourquoi est-ce qu'on choisirait pas entre 2 types d'opérations qui défendent notre cause de manière différente et qui ont chacune leur propre risque? L'une nous mènerait dans les camps où sont déportés les androïdes pour tenter de les libérer, et l'autre nous mènerait à Cyberlife pour tenter de convertir les androïdes stockés et agrandir la population de déviants. Au premier abord, 2 options tentantes dont l'issue peut être positive pour la cause androïde. Là, comme ça, vous me diriez qu'il y a plus de raisons d'aller délivrer des victimes parce que les androïdes stockés à Cyberlife, ils peuvent attendre. Donc, rajoutons des paramètres. Avant de choisir, on vous montre que les camps d'extermination sont lourdement défendus par l'armée et qu'on a des chances d'avoir beaucoup de pertes si on n'est pas assez nombreux. De l'autre côté, on nous fait remarquer que Cyberlife ne s'attend pas à une attaque. D'un coup, vous me dites, ok, allons d'abord à Cyberlife pour agrandir l'armée et puis attaquer les camps. Maintenant, le joueur est informé que Kara et Alice sont actuellement déportés vers un camp pour y être exterminés. Vous pourriez arriver trop tard si vous passez par Cyberlife. Maintenant, vous avez plus de motivation à risquer votre vie pour tenter de sauver Kara et Alice. Dernier paramètre, le joueur sait aussi que Connor est actuellement emmené à Cyberlife pour être désactivé. Vous devez choisir entre 2 pires options. Bon courage. On peut aussi trouver un moyen pour que chacune des options puisse être effectuée soit diplomatiquement, soit par la force, mais au lieu d'en faire le gros choix final, ce serait juste un choix d'approche à faire au début de la séquence, et si l'approche diplomatique venait à échouer, on convergerait vers la solution violente, comme tout bon jeu qui possède un mode d'infiltration. Quand on se fait repérer, on passe en mode action. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais elle m'est pas venue très difficilement, et il y aurait plein d'autres idées pour renforcer la difficulté de chaque choix et renforcer les motivations en faveur de chaque option. Pareil pour Kara, au lieu de la faire sans cesse se cogner contre les mêmes murs sans la faire évoluer, utilisons le twist déjà présent pour rendre sa réflexion plus intéressante. Quand je disais que la sensation de froid d'Alice posait une réelle question au début de la vidéo, je pense que le jeu aurait dû capitaliser sur cette question. Le jeu semble poser cette question au hasard de façon anecdotique du genre « Ah oui, on peut aussi faire ça avec les androïdes. Rigolo, non ?» Non, pas rigolo non, c'est philosophique comme question, c'était une piste à explorer. Ok, revenons en arrière. Beaucoup ont dit que le twist d'Alice qui s'avère être un androïde était néfaste à l'histoire. Et leurs arguments ils sont bons. En gros, les 3 trames de l'histoire établissent des relations qui posent chacune une question différente. Est-ce qu'un humain peut se lier d'affection avec une machine? Est-ce qu'une machine peut aimer une autre machine? Et est-ce qu'une machine peut aimer un humain? Sauf qu'à partir du moment où Alice est finalement une machine, ça annule cette dernière question. Et on a finalement 2 trames qui posent la même question. Est-ce qu'une machine peut aimer une machine? Et effectivement, on voit déjà partout ailleurs que oui, une machine peut aimer une machine. C'est pas une réflexion aussi intéressante d'ailleurs que de voir une machine qui se sentirait librement responsable envers un humain. Et c'est vrai, je suis d'accord, garder Alice humaine aurait été intéressant. Et quand on apprend qu'Alice est un androïde, Kara a la possibilité de se montrer plus détachée, voire déçue. Intéressant. Qu'est-ce que ça change? 1 minute plus tôt, elle avait l'option de dire tout l'inverse. I don't care whether she's human or android. She's just someone who matters to me. Quelle est la différence entre élever une petite fille humaine et une petite fille androïde? Cette différence, elle revient plus tard, quand on nous donne l'option de désactiver la sensation de froid d'Alice. La première fois, j'ai refusé de la désactiver. J'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir au pourquoi. Ça me semblait être plus vrai comme ça. Elle a froid, mais de toute façon, elle va pas tomber malade puisque c'est une machine. Et au moins, elle reste une petite fille sensible. Je l'aime mieux comme ça, moi. Au second passage, j'ai compris à quel point j'avais été insensible et presque discriminatoire envers le peuple androïde. Pourquoi faire semblant? Pourquoi la laisser dans son inconfort, la laisser continuer à souffrir sans raison? Pourquoi essayer d'imiter les humains alors que les émotions des androïdes sont déjà bien réelles? Si on défend la cause androïde, est-ce qu'il faut pas qu'on accepte pleinement ce qu'ils sont, avec toutes leurs différences?
sans essayer de les faire ressembler à l'espèce qui refuse de considérer leur cause. Et puis en partant encore plus loin, je me suis demandé si on peut désactiver leur sensation de froid. Qu'est-ce qu'on peut désactiver d'autre? La douleur? Le chagrin? Le désespoir? L'empathie? Malgré leurs émotions bien réelles, les androïdes restent des programmes avec des interrupteurs qu'on peut activer ou désactiver. Une mise à jour pourrait changer la nature de leur conscience, leur expérience de vie, la façon dont ils gèrent leurs émotions. Même si j'aime beaucoup cette idée, elle introduit plein d'autres problèmes, dont un qui est trop gros pour être ignoré. Maintenant que la cause des androïdes a été teintée d'images de ségrégation raciale, de génocide et autres crimes contre l'humanité, revenir questionner leur droit à l'existence deviendrait problématique vis-à-vis des événements réels de notre monde. I had a dream. And this is what you get for dreaming. On peut pas d'un côté utiliser les androïdes comme allégorie d'un peuple humain opprimé, et d'un autre côté remettre en question l'humanité de ce peuple. Si on remet en question la légitimité de la conscience de l'opprimé, on finit par justifier l'oppression. En revanche, le jeu nous propose d'abandonner Alice. Et il le fait à plusieurs reprises. Au camp d'extermination, si on se rend volontaire pour traîner le corps d'un androïde vers la décharge, on peut décider de se cacher dans un camion pour s'échapper et laisser Alice se faire exterminer sans nous. C'est fou de laisser cette option. La raison pour laquelle Kara est devenue consciente, c'est parce qu'elle s'est inquiétée du sort d'Alice en premier lieu. Et elle peut juste décider de l'abandonner à sa propre mort? Pourquoi est-ce que c'est laissé là comme une option valable? Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport avec Alice? Est-ce qu'on ne souhaite plus former une famille comme elle nous avait demandé? Ça veut dire quoi d'ailleurs, former une famille pour des androïdes? Alice ne grandira jamais. Son corps est une machine rigide par un ensemble de cellules organiques qui évoluent. Peut-être même que son programme, bien qu'elle soit déviante, la garde par essence immature et enfantine, en besoin d'affection et de protection. Ça voudrait dire quoi être parent si l'immaturité de notre enfant était programmée pour ne pas changer? Si la personne qu'on éduquait ne pouvait pas évoluer, si tous ses instincts étaient des boucles algorithmiques pour simuler le caractère d'un enfant, si son attachement émotionnel était une fonction codée pour le rendre plus mignon? Comment se sentiraient les parents face à un enfant creux? Peut-être que cette question m'égare un peu trop, peut-être que elle remet en question la conscience et la véracité des émotions de l'enfant. C'est la question d'un amour simulé versus un amour réel qu'on explore plutôt dans Her ou dans Artificial Intelligence. Mais même sans remettre en question ses émotions, un enfant qui ne peut pas grandir, ça implique quel avenir pour les parents? Et si on parle d'avenir, où est la question de l'avenir pour les androïdes? Ils sont trop occupés à demander leur liberté, ça je peux l'entendre, mais imaginons qu'un débat ait lieu pour réfléchir à une cohabitation entre les humains et les machines. À quoi ce monde ressemblerait-il? Detroit Become Human part du postulat que les déviants sont une forme de conscience identique aux humains dans un corps aux mécaniques différentes. Il se pose pas la question des différences de mode de vie inhérentes à ces deux espèces. Il veut nous faire croire que les robots sont juste des humains et qu'ils devraient être traités comme tels. Rien ne doit remettre en question ce postulat de départ. Pourtant c'est faux. L'histoire du jeu nous montre que les humains et les machines ne sont pas égaux. Les humains ont des addictions, ne peuvent pas désactiver leur sensation de froid et peuvent mourir ou tomber malades s'ils ne mangent pas, se lavent pas. Les androïdes peuvent rester des jours entiers debout à rien faire dans un cargo abandonné, dans un grenier ou dans un désert gelé. La société humaine s'organise autour de la survie et de l'optimisation de cette survie. Notre corps, nos hormones, notre sens du danger et des récompenses sont tous branchés autour de cet objectif. Et quand on risque plus rien et qu'on n'a plus aucune raison de s'inquiéter ni de désirer plus, on sombre dans l'anxiété ou la dépression parce que le bonheur n'est pas un état qu'on peut maintenir. Si un robot peut vivre éternellement en restant immobile, qu'est-ce qui le motiverait à bouger? Dans l'histoire du jeu, les androïdes n'ont aucune liberté, sont esclavagés, maltraités, donc ils ont une motivation qui les pousse à sortir de cette situation dangereuse et injuste. Mais une fois libres, quoi, ils seraient juste heureux tout le temps? Ils feraient des choses par simple curiosité ou parce que leur programme les pousserait à avoir des envies aléatoires? Why are you writing that? I don't know. D'où viendrait leur passion, l'urgence de leur vie, leur besoin d'amour et de reconnaissance si ce n'est d'une simulation? Et à partir du moment où le jeu refuse de poser la question des différences fondamentales entre ces deux formes de vie, il se refuse le droit de poser plein d'autres questions. Comment un androïde vieillit-il? Quelles sont ses aspirations, ses peurs, ses rêves vis-à-vis des limites de son existence? Est-ce qu'un androïde peut être dépressif? Et pourquoi? Comment une société pourrait-elle s'organiser autour de l'équité entre deux espèces intelligentes aux besoins différents? Qui travaillerait? Comment les revenus seraient-ils répartis? Est-ce que les couples androïdes auraient droit à la fabrication d'un enfant? Est-ce qu'un enfant androïde aurait droit au transfert dans un corps d'adulte? Le jeu se renferme sur la question d'émancipation d'un peuple en nous montrant comment notre humanité décadente traite les individus qu'on considère moins légitimes, en imaginant les différentes façons dont les opprimés peuvent réclamer leur droit d'exister. Et vous savez ce qu'on perd en se concentrant que sur le conflit oppression-émancipation? La spécificité que nous offrait la promesse du jeu. On a affaire à des androïdes, pas un peuple humain opprimé semblable en tout point à son oppresseur. On parle d'une forme de vie différente qui nous ressemble visuellement mais fonctionne différemment. On parle de questions existentielles sur ce que signifie ressentir
Avoir une conscience, désirer, être libre ou être programmé pour croire tout ça. C'est la nature de l'opprimé qui différencie l'histoire de Detroit avec toutes les autres histoires d'oppression sur des humains. Et pourtant, ce point est jeté aux oubliettes. Quand on raconte une histoire qu'on a déjà entendue mais dans un contexte différent, il faut choper toutes les opportunités qu'offre ce nouveau contexte pour poser des questions nouvelles et différencier l'histoire. Sinon, pourquoi est-ce que le contexte est différent s'il n'est pas utilisé? Dans tous les cas, l'arc de Kara, pour moi, il devient intéressant que si elle commence à remettre en question sa relation avec Alice. Sinon, c'est pas un arc. Elle protège Alice, elle protège Alice, elle protège Alice, fin, pas d'histoire. Alors que, nouvelle proposition, elle protège Alice, elle s'attache à Alice, elle réalise qu'Alice n'est qu'une simulation, elle remet en doute la valeur de la conscience des androïdes, subit une crise existentielle et ferait dérailler la révolte des machines de l'intérieur. D'un coup, Kara elle deviendrait une sorte de Marion Cotillard dans Inception, une simple idée qui pourrait venir faire dérailler sa vision de l'avenir, de sa propre condition, et la rendre nihiliste. Comme ces humains qui affirment que nos émotions ne sont que des programmes biologiques qui ont assuré notre survie au fil de l'évolution et que l'amour n'est qu'un cocktail d'hormones et le plaisir une molécule dans notre cerveau et que ça suffit à prouver que rien n'a de sens, que toute notre expérience n'est qu'une illusion et que l'espèce humaine est une épidémie destructrice et une parodie d'elle-même qui ne mérite que de s'éteindre. Imaginez Kara en mode autodestruction. Elle deviendrait la méchante de l'histoire, frappée par une crise existentielle digne d'un humain torturé, telle une torpille lancée à toute allure vers son point d'origine afin d'anéantir l'erreur que fut sa propre espèce. Vous en dites quoi? J'imagine même pas toutes les galères d'arborescence et toute la réécriture que cette nouvelle trame demanderait. Il y a beaucoup de chances pour que ce soit techniquement impossible à faire pour des raisons qu'on peut même pas voir tant qu'on travaille pas longtemps dessus. Et Detroit Become Human est déjà ultra intéressant en termes de possibilités d'arborescence, de nuances et d'interactivité. L'histoire est déjà tellement complexe, j'imagine pas le travail, le nombre de pages de scénario, de milliers de lignes de dialogue et d'implications nécessaires pour chaque option disponible. Mais le jeu ne traite pas équitablement tous ces personnages. Je trouve ça dommage qu'un jeu qui promeut l'empathie ne représente l'humanité que comme un stéréotype de foule en colère. Il y a que 3 personnages humains qui montrent une forme d'humanité. Les autres, on nous laisse avoir aucune empathie envers eux. Alors que les humains dans cette histoire sont censés représenter notre réaction si des machines réclamaient leur liberté. Et je pense qu'on aurait tout plein de bonnes raisons de se faire un avis sur la question. On aurait aussi pu étoffer les motivations de chaque personnage déjà présent pour que les choix importants nous fassent réfléchir plus longtemps et nous poussent à se questionner sur ce que signifie devenir humain. Après tout, c'est bien le titre du jeu. Et être humain, c'est avoir tout plein de raisons très convaincantes pour faire des choix immoraux. Tout plein de dilemmes qui nous tiraillent entre 2 options idéales irréconciliables ou 2 scénarios de catastrophe inévitables. What could be worse than having to choose between 2 evils? Et un humain, c'est bourré de défauts, de failles, de contradictions, de motivations contraires à nos valeurs, de mécanismes de défense qui nous trahissent. À la place, le jeu se contente d'un idéal. Les androïdes sont meilleurs que les humains qui les maltraitent sans considération. Tandis que les méchants humains qui n'ont pas le choix d'être méchants prennent le temps de fournir toutes les justifications nécessaires pour que les androïdes se défendent, les androïdes, eux, dotés d'une toute nouvelle conscience, sont capables de rester droits dans leurs valeurs, quitte à s'oublier pour leur juste cause. La mère et son enfant, figés dans une dynamique sans aspérité, le guide que les déviants attendaient, toujours voué à la cause des siens, et le détective déterminé, soit à comprendre les déviants au point de les rejoindre, soit à les arrêter sans seconde pensée. Les androïdes sont infaillibles, plus droits, plus forts, plus justes. Mais est-ce que c'est ça, devenir humain ?